Bonjour à tous, je me présente, je suis Roxane Richard, responsable administrative et financière de l'Institut de la parentalité. Donc pour ma part, je suis Christelle Gary et je suis directrice de formation au sein de l'Institut de la parentalité. Je vais un petit peu expliquer ce que c'est l'Institut de la parentalité. Donc l'Institut de la parentalité est situé à Florac et donc c'est un lieu ressource pour les familles. Nous mettons au cœur de nos actions la prévention précoce et donc on travaille sur les liens d'attachement. Nous accompagnons les familles et les enfants de 0 à 6 ans, mais aussi les enfants de 7 à 12 ans dans les événements de vie. Nous proposons des parcours collectifs, donc des programmes avions, qui sont des programmes de psychoéducation, mais aussi des parcours individuels. D'ailleurs, donc depuis 2022, nous sommes entrés dans une expérimentation, l'article 51, où nous proposons donc des accompagnements individuels financés entièrement par l'ARS et la CNAM et donc gratuites pour les familles. Donc toutes nos actions, qu'elles soient individuelles ou collectives, permettent de développer les compétences psychosociales des parents et donc des enfants. Du coup, on ne s'arrête pas là, on ne s'arrête pas aux familles. Et donc, à travers notre organisme de formation, nous proposons des formations aux professionnels qui font partie de l'écosystème de l'enfant. Donc, c'est dans ce contexte que nous sommes ici aujourd'hui. Christelle va vous présenter le déploiement du dispositif Panjo en Nouvelle-Aquitaine. Pour compléter le propos de Roxane, donc sur l'organisme de formation, en fait, on axe toutes nos formations sur les mises en application cliniques de la théorie de l'attachement dans les pratiques des professionnels. Et c'est dans ce cadre-là, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous faire le lien entre Panjo et la théorie de l'attachement. Donc Panjo, c'est de l'espéranto. En fait, ça veut dire mère en espéranto, mais c'est surtout un acronyme qui signifie donc, vous voyez le P, donc c'est promotion de la santé et de l'attachement. Donc on va vraiment parler d'attachement, des nouveau-nés et de leurs jeunes parents. Donc un outil de renforcement des services de PMI. Donc là, évidemment, tout est dit, ça s'adresse aux professionnels de PMI. Donc Panjo, c'est quoi? La cible, ce sont des femmes enceintes en situation de fragilité psychosociale. Donc, pour pouvoir intégrer ces femmes, il faut qu'elles répondent à un certain nombre de critères. Concrètement, on va leur proposer des visites à domicile qui vont être renforcées et qui vont être sur le développement du lien d'attachement qu'on souhaite sécurisant, avec la mise en place donc, de 6 visites minimum, donc j'insiste bien, c'est minimum, 2 visites en prénat et 4 en postnat. Chacune des visites, pour qu'elle soit considérée comme une visite à domicile Panjo, doit comporter 20 minutes d'attachement. Donc c'est 20 minutes pour lesquelles on va travailler avec le parent et l'enfant. Et puis évidemment, on parle d'attachement, donc les professionnels qui interviennent auprès des familles sont des professionnels qui vont être stables, qui vont être cohérents, prévisibles et chaleureux en tant que caregiver. Clairement, à cela va s'ajouter, donc on a toute la partie formation, donc on a 2 jours qui vont être axés sur l'attachement et ensuite 3 jours sur les visites à domicile. Mais on va compléter cette formation de temps de supervision. On l'a déjà vu en fait dans d'autres dispositifs qui ont été présentés ce matin. En fait, au-delà de la formation, ce qui va vraiment être une aide pour les professionnels, c'est pouvoir avoir ce temps d'accompagnement à distance. Et puis, Panjo, c'est aussi en fait un cadre et des outils d'intervention que je vais vous présenter. Une précision qui n'est pas là sur cette slide-ci. Donc, les professionnels qui vont intervenir à domicile, ce sont des professionnels de PMI que sont des sages-femmes et des infirmières puères. Donc, Panjo, vous l'avez vu dans le titre, c'est Panjo 3. En fait, il y a eu une première vague de Panjo, il y a 2012, ça a commencé. À l'époque, Santé publique France, c'était l'INPES. Et donc, ils ont, à la suite de KPDP, en fait, l'INPES a souhaité mettre en œuvre un dispositif de soutien à la parentalité basé sur ce modèle-là. Mais en fait, si je dois revenir juste sur KPDP, à l'époque, c'était plutôt des psychologues, enfin c'était des psychologues, pas plutôt, c'était des psychologues qui mettaient en œuvre le suivi KPDP.
Et là, en fait, l'idée, c'est que l'INPES souhaitait mettre en place un dispositif qui soit qu'il soit possible très facilement de le mettre en place très concrètement partout sur le territoire. Donc, il y a eu une première étape qui a été une phase de conception. Donc, ça a été la première phase de Panjo. Et vous voyez, c'est la partie jaune qu'on voit. Donc, c'était quelques professionnels parmi les équipes qui ont travaillé sur la conception du projet tel que je vous l'ai présenté. Donc, cette modélisation avec le nombre de visites à domicile, les professionnels, etc. Ensuite, une fois que ça a été mis en place, donc ça a été conceptualisé, il y a eu une deuxième phase, Panjo 2, où là, on est venu mesurer l'efficacité. En quoi le fait de mettre en place des visites à domicile telles que je vous les ai présentées, à savoir 2 en prénat à minima et 4 en postnat, jusqu'au 1 an de l'enfant, en quoi ça avait un impact sur le sentiment d'efficacité du parent, mais aussi, vous allez voir les études plus tard, il y a un impact à plus ou moins et long terme. Et puis, nous sommes aujourd'hui sur Panjo 3, puisque, spoiler, effectivement, l'efficacité a été démontrée. Du coup, là, on est en train, sur Panjo 3, non plus de mesurer l'efficacité, mais de vérifier si on peut déployer à grande échelle Panjo. En fait, on en est là. Donc, je vous disais que Panjo, c'était une clinique basée sur l'attachement. Alors, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a 2 jours d'attachement, mais on va venir aussi travailler auprès du parent et on va venir le soutenir dans sa parentalité. Juste pour rappel, en fait, un attachement sécure est un facteur de protection. Comme disait Erwan au test Réan ce matin, il disait que, je voulais être sûre de reprendre ces mots, que renforcer le lien d'attachement, ça permet à l'adolescence de faire des choix favorables à sa santé. Et c'est vraiment cette idée-là, en fait. Si on a un attachement sécure, on va développer des compétences psychosociales et on va être en mesure des choix qui vont être favorables à sa santé. Et puis, les besoins fondamentaux de l'enfant, ça fait partie du socle commun avec l'ASE. Là, je parle du rapport de consensus du docteur Marie-Paul Martin-Blaché sur les besoins fondamentaux de l'enfant. Donc, c'est vraiment une base de travail commune, à la fois pour les professionnels de PMI et les professionnels de l'ASE. Je ne reviens pas sur la clinique de soutien à la parentalité, je vous en ai déjà parlé. Ça me semblait important, là, pour revenir sur le lien sécurisé entre l'enfant et son parent, c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que il y a des bénéfices réels. Donc, l'enfant qui va avoir développé un attachement sécure va être en mesure de gérer plus facilement les situations de stress. Il va avoir, en fait, une capacité à l'autorégulation plus grande. Et donc, on voit, il développe de meilleures compétences sociales, il va apprendre à nommer ses émotions. On revient à ce qu'on se disait ce matin avec les interventions auprès des écoles. En fait, on tend tous à la même chose. In fine, ça vient développer les compétences psychosociales. Ils vont être plus confiants dans leur exploration du monde qui les entoure. Ils vont développer une bonne estime d'eux-mêmes grâce au comportement attentionné de leurs parents à leur égard et ils apprennent ainsi à manifester de l'empathie envers les autres et à coopérer. Voilà. Donc ces habiletés, elles les aideront plus tard, effectivement, à former des relations solides avec leur père. Alors Panjo, ça se passe comment très concrètement? Vous vous souvenez, je vous ai dit 2 visites en prénat, ça c'est ce qu'on voit sur la partie anténatale à gauche de la diapositive. Et puis on a 4 visites à domicile. Alors effectivement, ça c'est le minimum. Vous pouvez aller jusqu'au 1 an de l'enfant. Après les 1 an de l'enfant, si le professionnel estime qu'il est nécessaire de poursuivre un suivi, eh bien oui, on va pouvoir le poursuivre puisque ce sont des visites à domicile dites Panjo, où on va faire 20 minutes d'attachement. Mais il n'empêche que les professionnels de PMI ne nous ont pas attendus pour faire des visites à domicile. En fait, simplement, Santé publique France s'est saisie de cette opportunité pour travailler en fait l'attachement avec le parent et l'enfant.
Donc concrètement, comment ça se passe? Eh bien, on va repérer les femmes enceintes qui vont correspondre aux critères d'entrée de Panjo. Ça peut se faire à l'hôpital, ça peut se faire au niveau de professionnels. On a travaillé avec le réseau Périnat, auprès duquel on a présenté Panjo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la PMI, qui est l'organe qui va mettre en œuvre Panjo, a la main. Et c'est effectivement la PMI qui va décider d'inclure ou pas le parent. Donc l'évaluation de la faisabilité, elle est faite par l'équipe de PMI puisque elle sait si elle a des sages-femmes qui vont être disponibles pour faire ce suivi, pour pouvoir inclure les familles, et s'il y a d'autres professionnels de santé qui pourront prendre la suite. Ensuite, on va faire un entretien de présentation de Panjo, et puis on va demander effectivement de fait l'accord de la mère. J'ai envie de dire, l'engagement dans Panjo, il est absolument libre. Et l'idée, ce n'est pas d'être très protocolaire. C'est juste qu'il faut que le parent soit d'accord pour que les professionnels de PMI proposent cet accompagnement dit Panjo. Alors, vous voyez, vous avez la possibilité. Donc moi, je vous ai parlé des sages-femmes qui vont réaliser les premières visites à domicile. Et puis ensuite, souvent dans les départements, comme il y a moins de sages-femmes et plus d'infirmières puères, ce sont les infirmières puères qui vont prendre le relais. Mais sur certains départements, les infirmières puères peuvent prendre la main dès le départ. Alors, on arrive vraiment au vif du sujet. Comment ça se passe? Donc en fait, là, ce sont les dimensions sur lesquelles on va travailler avec le parent. Il a été choisi d'accompagner le parent en travaillant sur les soins, parce que les soins aux nourrissons, c'est ce qui va se faire tous les jours. Donc, on va avoir autant d'opportunités de travailler sur les dimensions que sont la sensibilité, la proximité, l'engagement et la réciprocité du parent. La sensibilité maternelle, là, on va le voir dans ce travail de synchronie. Un enfant qui va émettre un comportement d'attachement, on va venir voir comment le parent va pouvoir être sensible au comportement de l'enfant et va pouvoir y répondre de façon ajustée et le plus rapidement possible, j'ai envie de dire. Et puis la proximité, ça peut être cette proximité physique de porter l'enfant, de l'avoir près de soi, ça va être ça. L'engagement, ça va être plutôt un parent qu'il soit en mesure d'identifier les stades de développement de l'enfant. C'est-à-dire, il ne va pas lui donner un couteau pointu alors qu'il a 4 mois. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Qu'il soit au courant, par exemple, des vaccins que l'enfant doit faire. Et puis, la réciprocité, on va venir chercher la coopération. C'est-à-dire que là, on va venir travailler. En tout cas, il va y avoir une réciprocité, réciprocité, ok. En tout cas, il va y avoir un échange avec le parent qui va permettre cette coopération. Donc, c'est vraiment ce vers quoi on va dans la réciprocité. Donc, une VAD Panjo. Alors là, nous, on a vu, quand je vous ai parlé des 4 dimensions, là, on voit vraiment les 4 dimensions, donc le SPER, sensibilité, proximité, engagement, réciprocité, sur la slide précédente. Ça, c'était les dimensions sur lesquelles on va travailler pendant les 20 minutes. Ce qu'on fait au départ, c'est que la personne va ouvrir la porte, imaginez, voilà, la personne ouvre la porte, la visite à domicile commence. On vient en fait désactiver le système d'attachement du parent. Donc si je parle vraiment attachement, ça va être ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais créer des conditions d'apaisement pour pouvoir créer les conditions de travail avec le parent. Donc je vais venir déjà travailler sur ce qui peut-être est une source de stress pour le parent. Pour cela, je vais juste passer voilà, je reviens sur les outils. Donc on a des cartes de dialogue. Carte de dialogue, vous voyez, il y a marqué repérer les attentes et les préoccupations de la famille. Donc en fait, ce sont des cartes, ce sont juste des images qui permettent d'engager le dialogue. Donc on a une vingtaine de cartes qui vont permettre peut-être de parler de l'accouchement, du mode de garde futur. Ça peut être aussi,
vraiment énormément de choses. Ça peut être l'alimentation, ça peut être le sport, ça peut être la sexualité. Il y a plein de choses, en fait, toutes choses qui pourraient constituer une source de stress pour la maman et pour lequel elle aurait besoin d'un échange avec un professionnel. L'objectif, c'est que sur un premier temps, elle puisse identifier par rapport à cette somme de cartes auprès de qui elle va pouvoir solliciter de l'aide. Donc, il y a peut-être des cartes pour lesquelles elle n'a pas besoin de l'intervention de la professionnelle parce qu'elle a déjà des ressources qu'elle a identifiées en interne, peut-être dans sa famille, peut-être son mari, peut-être sa sœur, enfin, peu importe. Et puis, elle va aussi identifier des tas de cartes sur lesquelles elle va dire « bah oui, ça, j'aimerais bien qu'on en parle ». Et on va partir de ces cartes-là et ça va permettre aux professionnels de pouvoir commencer à échanger sur les difficultés, les interrogations de la maman. Voilà, ça c'est un premier temps. Évidemment, si le professionnel ou la professionnelle identifie qu'il y a un sujet qu'il faut absolument aborder parce qu'elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui pourrait constituer, alors peut-être pas une mise en danger de l'enfant, mais en tout cas quelque chose qui ne convient pas, là on va venir tout de suite travailler là-dessus, évidemment. Ensuite, on va passer à ces 20 minutes d'attachement. Donc effectivement, avec la phase de préparation, la phase de réalisation et, comme on nous a parlé dans avec, vous voyez, cette phase de préparation, la phase de réalisation et la phase de réintégration dans le quotidien. On travaille sur les soins pour que justement le parent puisse reproduire ce qu'il aura vu avec le professionnel et qu'in fine, il prenne en fait confiance en lui, en ses capacités et que finalement, il y a un cercle vertueux qui se crée. Donc, on est vraiment là. On est sur soutenir le développement des 4 fonctions du SPER. Et puis, eh bien, tout le temps, on a cette volonté, un confetti positif, on valorise les actions, on valorise ce qui s'est passé. On valorise peut-être que, regardez comment, je ne sais pas comment on pourrait s'appeler ce bébé, mais enfin, comment Marie vous regarde, comment elle a l'air contente de ce que vous êtes en train de faire avec elle, pour en fait permettre aux parents de se rendre compte, en fait. On vient chercher aussi sa sensibilité en faisant ça. On va essayer de verbaliser pour que le parent puisse se rendre compte de tout ça. Évidemment, à la fin, ça va nous permettre de faire un bilan avec la maman de toutes ces choses positives qu'on a observées pour renforcer son sentiment d'auto-efficacité et on va préparer la prochaine visite à domicile. Évidemment, le professionnel peut-être qui ne sait pas répondre à toutes les questions, donc il sera là aussi, il va pouvoir proposer soit qu'il y ait des temps d'échange avec d'autres professionnels qui vont être plus compétents sur des questions peut-être sur la partie financière ou sur la partie écologique. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des temps privilégiés. On parle de 20 minutes d'attachement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une visite à domicile Panjo, elle dure à peu près 90 minutes. Donc ça veut dire à peu près 1h30. Donc il est vrai que c'est quand même un engagement qui est important pour les professionnels. Donc les outils, je vous ai parlé des cartes. Les cartes, on les utilise dans un premier temps, mais il y a aussi 2 autres outils que sont une brochure d'attachement avec des rappels théoriques et qui vont être un support pour que le professionnel puisse aussi travailler sur sa posture. Et puis, on a aussi un guide sur les visites à domicile Panjo. C'est-à-dire, je vous ai parlé de ces 4 dimensions d'intervention, sensibilité, proximité, engagement, réciprocité, en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de l'axe d'intervention sur lequel on souhaite travailler, il y a des activités qui vont être proposées. Donc, c'est vraiment un support pour les professionnels et pour qu'ils se sentent à l'aise dans la mise en place des visites à domicile. Alors, je vous ai parlé du dispositif Panjo de façon générale. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il en est en Nouvelle-Aquitaine, puisque nous sommes là pour ça. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons, dès 2023, commencé à déployer ce dispositif donc en Charente-Maritime, dans les Deux-Sèvres, dans la Creuse, Pyrénées-Atlantiques. Ça, c'est ceux qui ont démarré immédiatement. Là, nous avons terminé fin novembre, nous avons terminé la Vienne et le Lot-et-Garonne. Concrètement, ça veut dire qu'il y a 438 professionnels qui ont été formés.
216 infirmières puères et 49 sages-femmes. Et là, vous me direz, il n'y a pas le compte. Effectivement, il n'y a pas le compte, parce qu'en plus de ces professionnels qui sont sur le terrain, on va former les professionnels qui vont avoir un impact sur le dispositif. C'est-à-dire, ça peut être les cadres de santé, ça peut être les secrétaires, en tout cas tous les professionnels qui vont pouvoir être soutenants dans la mise en œuvre du dispositif Panjo. Alors, les premiers résultats. Je vous ai mis les résultats sur le national, puisque, rappelez-vous, Panjo 3, on est en train de mesurer s'il est possible de déployer Panjo sur l'ensemble du territoire. Ce qui veut dire que dans d'autres territoires, ça a déjà commencé à être déployé. Je parle de la Bretagne, je parle de la région parisienne, Lyon, La Réunion, etc. On a quelques départements comme ça, et même des régions entières qui ont fait le choix de mettre en œuvre Panjo. Donc le nombre de familles ayant accepté un suivi Panjo. Donc vous voyez, on a quand même le 17, le 23 et le 64 sont ceux qui ont démarré en premier. Donc ils ont des chiffres qui sont beaucoup plus conséquents. Et puis le 47 et le 86 viennent juste de terminer leur formation là sur fin novembre, donc ils n'ont pas encore procédé aux inclusions. En tout cas, les premiers chiffres, alors simplement, je vais faire un petit pas de côté, voilà. Donc en fait ici, on a, je vous ai dit, 438 professionnels qui sont formés, dont 216 infirmières puères. Aujourd'hui, Santé publique France nous dit ceci, il nous dit que sur un rythme de croisière, à partir du moment où les professionnels seront formés, qu'ils auront... que pour eux, mettre en place des visites à domicile Panjo, ça constituera une routine, alors ils seront en mesure de suivre 3 familles par année, à peu près. Hein, c'est ça le rythme de croisière. Ce qui veut dire que, et en plus, comme les infirmières puères sont celles qui prennent la plus grande partie du suivi, on peut raisonnablement se dire que l'objectif visé, ce serait donc 3 fois 216 familles, donc un peu plus de 600 familles, avec les professionnels qu'on a formés aujourd'hui, uniquement sur ces 6 départements. Pour info, la Nouvelle-Aquitaine souhaiterait qu'il y ait à minima 1000 familles qui puissent bénéficier de Panjo. Donc on n'y sera pas pour cette année, vous voyez, hein, compte tenu des chiffres, mais ça va aller crescendo. Et puis, on a déjà des accompagnements qui ont dû se terminer de façon prématurée pour des informations préoccupantes, pour des reprises de travail de la mère, c'est-à-dire que quand elles sont sur le dernier trimestre de grossesse, eh bien, il peut y avoir des demandes et puis finalement, au fur et à mesure, elles prennent confiance en elles ou alors il y a d'autres enjeux et elles décident de mettre fin à l'accompagnement. Certaines, bon, eh bien, il y a des perdus de vue, il y a des déménagements. Voilà. Alors là, ce sont des verbatims qu'on a repris concernant les principales difficultés. Alors les professionnels nous disent que ils sont ravis de faire du Panjo parce que faire du Panjo, c'est faire de la prévention et ça leur fait du bien. Parce qu'ils se souviennent pourquoi ils ont choisi d'intervenir en PMI. En fait, c'est ce qui ressort en formation, c'est qu'ils nous disent que ça leur fait du bien cette formation parce qu'ils reviennent à leurs premiers amours, que sont de faire de la prévention. Et donc, ils adorent ça, mais ça leur prend beaucoup de temps et par ailleurs, ils sont pris sur bien d'autres choses. Voilà, c'est ce que je vous disais, 1h30 de VAD, 6 visites à domicile, le temps, ça c'est toujours quelque chose qui ressort. Et puis la difficulté d'inclure. Comment on présente Panjo? Comment on vient expliquer aux parents ce que c'est? Les PMI ont encore, à certains endroits, certains parents ont des méfiances en disant « Ah non, mais si tu laisses la PMI rentrer chez toi, ils vont te prendre ton enfant. » Et vraiment, c'est cette idée aussi de déconstruire cette idée-là. On note une réticence de certaines familles. Et puis, malgré tout, un turnover des équipes qui fait que les professionnels qui sont formés, eh bien, s'ils ne vont pas sur des territoires où Panjo est déjà mis en application, bon, c'est dommage, on les perd un petit peu.
Et puis, on a des réorganisations profondes, notamment là, dans le département des Deux-Sèvres, qui bouleversent un petit peu les équipes et qui les mettent un peu en difficulté. Alors, nous poursuivons sur 2025 avec la mise en œuvre de cette formation pour une deuxième vague sur la Corrèze, la Gironde et la Haute-Vienne. Donc là, ça va démarrer tout début 2025. Et puis, on enchaînera avec la Charente, la Dordogne et les Landes. Et donc là, eh bien, on aura formé l'ensemble du territoire. Écoutez, je vous remercie.